Alors, je vais retourner dans ma zone de confort et quitter la glycémie. Donc, je suis un peu plus détendu que tout à l'heure. Et on va parler de baisse de performance et de dyspnée, deux symptômes hyper fréquents dans nos consultations quotidiennes dans le service. Alors, un petit rappel qui permettra de discuter justement sur les cas cliniques, parce que j'ai essentiellement fait des cas cliniques pour vous montrer en fait l'apport de tout ça. Pour vous rappeler que la dyspnée, qui est un symptôme majeur que l'on voit, c'est un peu comme la douleur, c'est une perception, même une expérience, c'est très subjectif, d'un inconfort respiratoire, et puis c'est décrit de façon hyper variable, et du coup vous verrez ça a des causes qui sont vraiment hyper vastes, et il faut savoir aller chercher un petit peu tout ça. Et puis la baisse de performance, c'est un symptôme qu'on a peut-être moins appris à la fac, c'est pas quelque chose de facile non plus à décrire. Les sportifs s'en aperçoivent très souvent. Vous avez entendu Thibaut tout à l'heure dire ils perdent 30 watts, c'est majeur pour eux. On est là, ouais, bon, ok, 470 à 450, ça va aller. Mais ils s'en aperçoivent. Mais même en dehors du sport de haut niveau, la baisse de performance, c'est quelque chose qui est assez fréquent et nous, on avertit souvent les sujets qu'on suit de dire, voilà, si vous avez une baisse de performance, vous revenez nous voir, il peut y avoir quelque chose. Donc, il faut toujours savoir rechercher cette cause. Alors, on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus, c'était juste pour vous montrer quand même que tout ça, ça part de récepteurs qui sont situés un petit peu partout. Il y en a dans le système cardiovasculaire, il y en a au niveau respiratoire, il y en a qui vont contrôler le niveau métabolique de tout un tas de choses, il y en a dans les articulations, dans les muscles, donc il y a tout un tas d'informations qui viennent un petit peu de partout à l'effort et qui peuvent être à l'origine d'une sensation d'essoufflement. Tout ça est intégré aussi au niveau central. Et l'insula, c'est les neurosciences qui nous ont appris, donc c'est quasiment le même centre que la douleur. C'était la partie qui était la plus sollicitée et qui s'éclairait le plus lorsqu'on était essoufflé. Alors, on va passer maintenant dans des cas cliniques pour montrer un peu, les symptomatologies qui peuvent prendre tout un tas de choses et voir un peu l'apport que peut avoir l'exploration cardio-respiratoire par rapport à une épreuve d'effort standard, même si c'est vrai que sur le plan des origines cardiaques, c'est pas aussi flagrant que ça. Alors le premier cas, c'est de l'insuffisance coronaire, c'est un monsieur de 53 ans qui a quelques facteurs de risque cardiovasculaire, comme vous pouvez le voir. Il est cyclotouriste et puis il a une baisse de forme, donc pas de douleur thoracique, baisse de forme éventuellement, voilà. Il dit je me sens quand même précocement essoufflé, je ne comprends pas, je n'arrive plus à suivre les autres. Et ça s'aggrave régulièrement. Voilà son électrocardiogramme de repos qui n'est pas très probant. Et vous voyez qu'à l'effort, si vous voyez l'évolution de la courbe en rouge ici, qui est de l'évolution du VO2, vous voyez que très précocement, là on doit être à 150 ou 170 watts, même pas à 135 watts là, donc on est à 100 watts. Vous voyez qu'à 100 watts, là, on voit la courbe de VO2 qui plafonne, ce qui est quand même extrêmement curieux. C'est pas le plateau de VO2 max que on peut voir d'habitude, et on voit qu'il se met à hyperventiler, là c'est la courbe en rouge, à partir de ce moment-là. Alors évidemment, on voit apparaître sur l'électrocardiogramme, mais 2-3 minutes après, des signes d'insuffisance coronaire, il avait une sténose coronaire très significative pour laquelle il a été traité. Donc vous voyez que l'ischémie myocardique, en soi, peut être responsable uniquement de baisse de performance, éventuellement par l'hyperventilation de dyspnée. Les troubles du rythme, évidemment, un homme de 48 ans, encore un cycliste, donc il s'entraîne beaucoup, il s'entraîne pour l'étape du Tour quand on le voit, et lui se plaint de quinte de toux et d'essoufflement lorsqu'il monte en intensité. Alors bien sûr, on pense l'asthme d'effort, tout ce genre de choses. Et il fait un test d'effort chez des collègues et qui me disent, regarde ce qu'il fait, il fait des doublés en permanence. Là. Je dis, ouais, c'est pas tout à fait normal. Donc on le voit, on lui fait une écho, un petit remaniement de cœur d'athlète, et puis on lui dit, voilà, tu viens, on te met un truc, on est à côté de Champs-Rousse, tu vas faire un col, et puis tu reviens. Donc il fait sa petite sortie avec sa femme, il nous ramène le capteur vers 15h, et en fait, il faisait de la tachycardie ventriculaire quasiment tout le temps. On le voit ici peut-être en miniature, je vous ai mis quelques échantillons, et il ne se plaignait que de chatouillement de quinte de toux. Donc vous voyez que ça peut avoir une forme un petit peu particulière. Troubles conductifs, pour terminer la cardio,
Un homme de 57 ans, et encore une fois un cycliste, hein, baisse de performance progressive ces dernières années avec une notion de cœur lent. J'ai toujours eu un cœur lent. Quand on lui fait, alors déjà, hein, vous pouvez peut-être voir sur l'échographie, ça ne se voit pas bien, mais il est à 30 par minute là. Et puis il est en BAV complet, avec un échappement qui est très haut situé. Finalement, à l'effort, il s'accélère pas mal, hein, il fait aussi 270 watts avec tout ça, 137 par minute. Et il a été exploré de partout, implanté, parce qu'au halter, il avait descendu quand même à 10-15 par minute la nuit, ce qui inquiétait un peu. Et maintenant, il a retrouvé un niveau de forme qui est beaucoup plus satisfaisant que celui-là. Alors, on va passer dans des choses qui paraissent un peu plus évidentes quand on fait de l'exploration cardio-respiratoire, mais qui sont toutes les limitations ventilatoires. Alors, je vous ai mis les plus fréquentes. Ça, c'est un nageur de haut niveau. Ils ont souvent cette courbe-là, hein, les nageurs, pour plein de raisons. C'est aussi quelque chose qu'on voit très fréquemment chez les sportifs d'endurance qui avancent un peu en âge, mais ils sont généralement asymptomatiques. Là, il a une sensation de bloc-nez pour des efforts assez modérés, et il a une obstruction bronchique là, qui est un peu fixée hein, au repos, puisque vous voyez le VMS, là, il est autour de 60%. Mais surtout, ce que l'on voit à l'effort, et ce qui permet de montrer qu'en fait, c'est vraiment cette obstruction qui le gêne, vous voyez que dans la courbe débit-volume max, là, qui est celle que vous faites en début d'effort, qui est l'enveloppe rouge, lorsqu'on regarde le volume courant s'inscrire à l'intérieur, normalement, c'est complètement rond. D'accord ? Et là, vous voyez que ça s'aplatit complètement lors de l'expiration, qui est la partie supérieure de la courbe inspiratoire ici, la courbe expiratoire. Et simplement, cet aspect rectiligne, ce qu'on appelle une limitation ventilatoire de débit, explique largement la symptomatologie. Et lorsqu'on a ça, eh bien sûr, parce qu'on a une obstruction, on ne peut pas vider complètement ses poumons. Et avec l'augmentation de la fréquence respiratoire, on a le thorax qui augmente. Et comme on a un volume gazeux intrathoracique qui augmente, eh bien on a une capacité inspiratoire qui diminue. Vous voyez, 4 litres, quasiment 5 litres au départ. En fin d'effort, il est plus capable d'inspirer que 3 litres 9, moins d'1 litre. Et ça, c'est fortement ressenti. C'est-à-dire que c'est des gens qui vous disent « je n'arrive plus à inspirer ». Donc ça, c'est quelque chose de facile à voir. Toutes les machines vous donnent accès à ça. Vous avez juste à regarder la courbe débit-volume en cours d'effort, même si vous n'êtes pas pneumologue, moi non plus. C'est assez visuel. Chose beaucoup plus fréquente, c'est l'obstruction laryngée induite par l'exercice. Alors, on a été très très longtemps sur l'asthme d'effort. L'asthme d'effort, finalement, c'est largement pas la cause la plus fréquente de toutes ces symptomatologies respiratoires, surtout chez les jeunes, chez les ados, surtout chez les jeunes filles. Et là, vous avez une jeune fille de 14 ans, hein, elle fait du ski de fond, du basket, et elle a vu apparaître avec la croissance une dyspnée, et puis maintenant ça la gêne constamment. Alors, je vous montre la vidéo. Continue de pédaler, on peut lui enlever le masque. Voilà, donc elle est assez visible, il n'y a pas trop de problème de diagnostic, même si on n'a pas de VO2. On voit bien là le larynx qui s'enfonce à l'inspiration. Donc ça, c'est assez classique. Lorsque c'est moins probant que ça, vous pouvez aussi regarder l'aspect de la courbe et du volume courant à l'intérieur de la courbe débit-volume. Normalement, vous gagnez sur le volume de réserve inspiratoire, le volume de réserve expiratoire, et vous avez un volume courant qui est bien rond. Lorsque vous avez une alternance comme ça en permanence d'un aspect dit en cigare, très haut, mais peu important, et puis des courbes, c'est que vous avez une obstruction laryngée, alors bien sûr qui n'est pas complète, mais ça veut dire que le débit va diminuer. Donc lorsque vous avez des courbes qui sont très variables comme ça, généralement c'est qu'il y a une obstruction laryngée. Alors ça se diagnostique facilement maintenant. Nous on fait de la laryngoscopie d'effort, enfin pas moi, hein, mais mes collègues pneumologues et ORL. Donc par le nez, on met le laryngoscope, on le place juste au-dessus des cordes vocales, et puis on leur fait faire un test d'effort max, et ça se passe très bien. Alors je vous ai mis des images. Ce que vous allez, donc c'est une vue laryngoscopique, hein, le laryngo il est placé juste au-dessus des cordes vocales, donc en supraglottique, là c'est l'épiglotte. Ça c'est à l'effort modéré. Donc ça ne bouge pas beaucoup, hein. Vous voyez, elle est en train de faire son test d'effort. On voit un petit peu les cartilages aryténoïdes, là, les petits replis, et puis les cordes vocales au fond, tout va bien. Et puis, on va lui demander de faire un effort un peu plus important. On va arrêter la vidéo, c'est pas... Tac. Et là, vous commencez à avoir une espèce de collapsus.
Donc on les pousse. Hein. Alors c'est assez aussi pédagogique pour eux. Surtout regardez-moi et regardez l'enregistrement. Voilà, parce que là l'ORL lui donne des conseils en fait pour essayer de maîtriser les mouvements du larynx à l'effort. Et c'est une des options thérapeutiques que l'on peut avoir. Et ça, c'est beaucoup plus fréquent que l'asthme d'effort. Et un asthme d'effort qui ne réagit pas au traitement, pensez à une obstruction laryngée. On a souvent parlé des cordes vocales, mais c'est souvent supraglottique. Hein. Alors, il y a d'autres limitations ventilatoires, et je dirais que la symptomatologie ventilatoire, que l'on a le plus fréquemment, c'est ça, c'est le sportif de bon niveau. Donc là, vous avez un homme de 60 ans, il est skieur de fond, il a certes une maladie coronaire, il consulte son cardio parce que voilà, il est bloqué sur le plan respiratoire et ça le gêne, ou en tout cas ça l'inquiète. Il est réexploré sur le plan coronarien, il n'y a pas du tout d'anomalie. Et quand on lui fait une exploration fonctionnelle respiratoire, vous voyez qu'il est quand même encore très performant, hein, 60 ans, 325 watts. Et il a une limitation ventilatoire. Il n'a plus de réserve ventilatoire. C'est quelque chose que l'on voit fréquemment. Et pour revenir sur ce que tu disais un petit peu hier, nous, chez les sportifs de haut niveau, on a très fréquemment une limitation ventilatoire. Mais ils ne se plaignent pas de dyspnée. D'accord ? Donc par contre, quand on avance en âge, eh bien, voilà, sur le plan mécanique, c'est moins bien supporté. Enfin, la dernière limitation que l'on pourrait imaginer à l'origine de baisse de performance et surtout d'essoufflement, c'est une origine musculaire périphérique. Alors c'est très fréquent, mais c'est quand même plus difficile à mettre en évidence. C'est souvent un diagnostic d'élimination, il y a un contexte souvent qui est là, des gens qui ont accumulé peut-être une charge d'entraînement importante, ou alors qui ont eu une atteinte virale avec des courbatures, des myalgies, qui peut nous orienter là-dessus. Les paramètres à l'EFX sont assez variables, mais en tout cas, on a bien montré avec des fatigues volontaires que lorsque des sujets sains, vous les fatiguez sur le plan musculaire et que vous leur faites après un exercice à puissance constante comme ça, donc là c'était du tapis roulant, 4 km/h, 25% de pente, lorsque vous regardez après fatigue en noir par rapport à avant, la fatigue là en blanc, vous voyez qu'ils ont un niveau ventilatoire qui est plus important, donc ils ventilent plus, et surtout ils se plaignent de dyspnée à chaque niveau d'exercice qui est beaucoup plus important. Donc la fatigue musculaire, et ça vous l'avez probablement déjà aussi expérimenté, vous avez fait, je ne sais pas, quelque chose de fatigant le week-end, le lundi, quand vous allez au travail et que vous montez les escaliers, vous êtes là, d'arriver, vous êtes un petit peu essoufflé, et vous vous demandez si vous n'avez pas un prolapsus valvulaire mitral ou je ne sais quoi, mais généralement c'est uniquement une fatigue périphérique. Donc l'exploration fonctionnelle d'exercice, c'est donc avec mesure d'échange gazeux, avec une visualisation, je dirais, du régime ventilatoire. C'est vraiment une exploration fonctionnelle qui permet d'objectiver des symptômes, d'orienter un diagnostic, d'éliminer des diagnostics. Il ne faut pas du tout s'en priver. Même quand on est cardiologue, il faut savoir aller regarder l'évolution des paramètres ventilatoires et les montrer éventuellement à un collègue pneumologue si vous n'avez pas l'expertise ou si vous n'arrivez pas à expliquer ce que vous voyez. Mais ça apporte des éléments extrêmement importants dans ces deux symptômes très fréquents que l'on voit chez le sportif, que sont la dyspnée et la baisse de performance. Alors bien sûr, hein, je ne parle pas des autres causes, elles existent aussi chez le sportif, il ne faut pas être, je dirais, dans son petit tunnel et ne voir que l'adaptation cardioventilatoire et musculaire. Il peut y avoir une anémie, il peut y avoir un déficit en fer, il peut y avoir des erreurs nutritionnelles, tout un tas de choses à l'origine de la symptomatologie. Mais généralement, on arrive à faire un peu la part des choses sur une épreuve d'effort avec mesure d'échange gazeux. Merci. Ouais. Bon, merci à toi. Donc, pour souligner l'intérêt clinique que vous avez tous pour les épreuves d'effort, dans les premiers cas cardiologiques, il y avait le pouls d'oxygène qui devait être modifié, la fréquence cardiaque était plus élevée. Et deuxièmement, pour les pneumologues présents, quand c'est une origine ventilatoire, ils nous ont bien appris que plus c'est bruyant, plus c'est haut et moins c'est grave. Et donc là, on a eu de très très beaux exemples de bruit très élevé, et donc c'était très haut dans l'arbre respiratoire, donc très peu grave. Je vous remercie tous. Peut-être une question dans la salle avant qu'on en pose nous-mêmes.
Oui, on fait toujours ça. C'est un bon indice en récupération, ouais. Alors, en général, c'est de la rééducation. Ils commencent par ça. Parfois, ils vont à de la chirurgie laser pour lorsque sur le plan anatomique, il y a quelque chose qui ne sera pas rééducable. Donc, il faut avoir des ORL qui sont effectivement entraînés, généralement même avant l'effort, sur simplement l'examen au repos, en consultation. Ils arrivent à voir quels sont les sujets à risque avec un basculement, par exemple, des cartilages ou des choses qui peuvent, à l'effort, provoquer des symptômes. Alors la cause, je ne sais pas. En tout cas, ça apparaît souvent avec la croissance. C'est-à-dire que chez l'enfant, il n'y a pas de symptômes. Donc c'est pour ça qu'on a très souvent des adolescentes, 12, 14, 15, 16 ans. Rarement après quand même. On a l'impression qu'après, ça disparaît en fait. Donc il y a quand même, je pense, croissance du larynx. Et là, je ressors de ma zone de confort. La croissance du larynx qui explique probablement des choses. Une question, Stéphane, pour moi. Le patient que tu as évoqué, donc qui fait ses 300 quelques watts, limite ventilatoire, il n'y a plus de réserve, ok. Pour moi, c'est pas normal. Qu'est-ce que tu fais? Tu lances un 1000 en pneumo, tu vas au scan, tu vas chercher des problèmes de distension, ou tu t'arrêtes là? Alors, on s'arrête là. Si je n'ai pas d'argument clinique de contexte pour aller un peu plus loin, on ne va pas plus loin. Et c'est vrai que moi, je marque limitation ventilatoire physiologique. C'est-à-dire que quand on est à la limite du système, mais souvent, c'est des gens qui ont gardé un niveau d'entraînement, qui ont un cœur et des muscles qui leur permettent d'aller très loin, mais le poumon, il vieillit et c'est le seul organe qui n'est pas sensible à l'entraînement. Et donc, à un moment donné, on va limiter, on va buter là-dessus. Ma question, pourquoi il est venu te voir? Parce qu'il était essoufflé et tu trouves cette limite. Est-ce qu'il était limité avant? Tu n'as pas de document antérieur pour faire alors lui particulièrement, c'est quelqu'un qu'on suit depuis longtemps. Donc cette limitation, il l'a toujours eu, mais il ne se plaignait pas. D'accord? On a quand même l'impression qu'avec le temps qui avance, bon ça c'est une expérience personnelle, mais c'est vrai que sur le plan respiratoire, c'est plus compliqué. Alors que le niveau de performance ne baisse pas de façon très significative, en tout cas pas encore. D'autres questions? En tout cas, moi, en synthèse, merci pour ton topo. Et je pense que c'est la démonstration qu'il faudra un jour faire un topo pendant peut-être 24 heures ou 48 heures simplement sur la dyspnée. Laurent. Moi, je trouve